de me retrouver aujourd'hui parmi vous. À l'occasion de cette marquante, le premier rendez-vous au cours privé Samba III Dramé, au nom de mes camarades et à mon propre, j'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont de loin ou de près. Contribuez avec nous ce moment de bonheur, tout en vous souhaitant bonne et heureuse année 2019. Que l'année 2018 s'en va avec ses cortèges et de malheur, et 2019 s'installe avec une paix éternelle, la fraternité, la santé, mais surtout la réussite à tous les candidats et candidates. Aux différents examens respectifs, comme à l'accoutumée, les 24 heures qui nous ressemblent aujourd'hui pour retrouver les activités du gouvernement scolaire et grande pour que tant d'hommes utilisent et recommandent se trouvant parmi nous. Ce n'est pas pour si bonne, ce n'est pas si donner un vainque spectacle, mais au contraire, elle consiste à poser des actes, des actes de civisme qui se justifient par les nettoiements, les défis publics, tels que le marché, l'hôpital et le sous-préfet de Marsassoum. Chers camarades, la tâche qui nous incombe aujourd'hui est immense, mais son entendu ne doit pas effrayer notre courage, autant plus que nous bénéficions d'un enseignement de qualité. C'est pour cela que je demanderai à tous les élèves de redoubler d'efforts pour relever l'ensemble des défis pendant les compositions du premier et du second semestre, pendant les examens du BFM et du baccalauréat, pour que les résultats de cette année soient meilleurs que l'année précédente. Chers camarades, éteignez un tel objectif a fait preuve de courage, d'asséduire l'engagement et de travail à l'école comme à la maison. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier mes profs, coordinateurs, mais surtout M. Kofi Annan. Monsieur le Président, Excellence, le Président de l'Université virtuelle du Sénégal, ici accompagné avec une forte délégation que nous saluons humblement et affectueusement. Excellence, Madame, je devais commencer par là, Madame la Présidente du cours privé Samba III Dramé, merci pour ce discours de tout à l'heure, tonitruant et bruyant de sagesse et d'intelligence. Je voudrais également vous adresser mes salutations les plus cordiales à vous, chers amis élèves et étudiants, et surtout à ce public très charmant, très séduisant, très intelligent, très raffiné, qui est venu assister à cette occasion solennelle de partage, mais surtout à cette occasion où je considère que c'est une fête de l'intelligence, une fête de la bienséance et de la bienveillance. Merci beaucoup. Je suis venu transmettre les salutations de la marraine, Dr Annette Seck Ndiaye, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, par ailleurs présidente du mouvement Casamance émergente, je m'engage. Et aujourd'hui, elle s'engage à vos côtés, à vous soutenir, parce qu'elle est convaincue que pour mettre un pays sur les rampes de l'émergence, il lui faut fondamentalement une jeunesse saine et vertueuse, une jeunesse studieuse, une jeunesse travailleuse, mais une jeunesse surtout consciente des défis majeurs auxquels elle doit participer pleinement pour également booster sa localité, son terroir, son pays vers l'émergence. Elle est convaincue qu'à travers vous, à travers ce geste symbolique qu'elle vient de faire à votre endroit, elle contribue à bien des égards à vous propulser
sur la scène de l'excellence. L'excellence, aurait-on dit, elle se cultive, elle s'entretient. Et l'entretien de cette excellence commence d'abord par le travail, mais le travail bien accompli. Mais s'accompagne également par un appétit formidable, un goût insatiable à la recherche. Et la recherche, c'est la clé de l'épanouissement. La recherche, c'est la clé de la science. J'allais dire de la sapience. La science, c'est la clé d'une vie épanouie. Si vous voulez être heureux, tendez vers la sagesse. Nourrissez-vous de savoir. Pour ne pas dire armez-vous de science. Mais nourrissez-vous de savoir, parce que c'est le savoir qui constitue la nourriture de votre âme. Une âme qui doit s'épanouir doit être une âme bienveillante, dans une tête pensante et dans un corps sain. Voilà les mots que je voulais placer à l'endroit de tout un chacun. Quand même, un acte de reconnaissance qui nous est vraiment émis au fond de nos cœurs, en dehors de notre président, qui est vraiment reconnaissant pour cet établissement. C'est ma deuxième fois ici, dans cette école. Quand j'étais informé que le lycée Samboutoura, quand même, était parmi les lycées qui ont eu autant d'admis dans la commune de Marsassoum, nous aimerions également participer à l'effort de cette réussite continuelle qui fera un prestige pour cette école. Également remercier Monsieur le maire quand même qui a eu à participer également dans le cadre de mettre dans les meilleures conditions pour être ici à Marsassoum. De remercier Madame la marraine pour des efforts également consentis, qui nous a permis également d'être dans cette localité. Également, je dois également m'excuser de vous présenter un peu le concept de l'université virtuelle, en l'occurrence et à l'attention des camarades et frères élèves, et également la population de Marsassoum, y compris dans le Diassi. Hier, nous étions à l'émission à la radio. Nous avons eu à faire un partage avec la population. Cette fois-ci, nous sommes venus ici comme étant un professeur de philosophie de ce qu'on appelle l'agora. C'est un milieu inscrit. Les 25 000, dès l'instant qu'il s'inscrit les 25 000, il a déjà entré ce qu'on appelle une phase dans le virtuel. Il commence d'abord à recevoir des SMS à travers son numéro de téléphone. C'est pas de son numéro de téléphone, tu vas recevoir un message qui lui permet d'aller faire des inscriptions pédagogiques. Dans ces inscriptions pédagogiques, en faisant d'abord l'inscription dans Campicène, l'étudiant, dans cette inscription pédagogique, l'université virtuelle a mis en place ce qu'on appelle, des cellules d'accueil. Vous allez trouver 3 années, les premiers étudiants qui vont vous recevoir. Ils vous reçoivent et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vous expliquer quels sont les dossiers à fournir pour faire l'inscription pédagogique. Une fois que vous faites l'inscription pédagogique, forcément, vous allez penser qu'on appelle des photos qui va finir par vous savoir une sanction de la carte d'étudiant. Dans cette inscription, après cette phase d'inscription, nous avons ce qu'on appelle, parce que cette question a été posée hier, hier à la radio, l'étudiant, pour la première fois orienté à l'université virtuelle, il doit recevoir ce qu'on appelle des outils de travail, qui est l'ordinateur. Comment l'étudiant, quelqu'un qui n'a jamais touché l'ordinateur, comment il peut fonctionner avec cet appareil? Nous, avec l'autre coordinateur de l'université de Saint-Louis, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est impossible de donner aux étudiants l'appareil et il va se faire comme ça.
il y a ce qu'on appelle la formule d'initiation à l'informatique. Et je précise, cette initiation à l'informatique est différente que quelqu'un qui est en train de faire une formation en informatique. On a ce qu'on appelle une spécificité de cette formation. Dans cette formation, l'informatique consiste d'apprendre d'abord le nouveau bachelier à se familiariser avec son nouveau outil de travail. Dans cet outil de travail, nous avons ce qu'on appelle des moniteurs. Après la formation, on a ce qu'on appelle des moniteurs. Ces moniteurs-là, ils vont vous faciliter la compréhension de ce qu'on appelle la plateforme. Donc, pour vous dire, la plateforme est une base consacrée uniquement à l'étudiant qui est inscrit légalement à l'université virtuelle. Ce n'est pas une page comme Google ou bien Facebook où tout le monde est à l'accès libre. Non. Même si on est étudiant de l'université virtuelle qui s'inscrit une seule année, qui fait première année, deuxième année, qui abandonne, qui n'a plus la possibilité d'entrer dans cette plateforme. Parce que quand même, il y a quand même des données qui vous permettent d'entrer dans cette plateforme. Donc, dans cette université numérique, nous avons ce qu'on appelle cette plateforme. Dans cette plateforme, nous avons 14 filières. Dans l'université virtuelle. 14 filières. Au fur et à mesure, pendant les premières années, nous n'avons pas, on a voté au nombre de 8-9 filières. Mais aujourd'hui, on est arrivé à 14 filières. Dans ces filières, nous avons ce qu'on appelle la sociologie. Dans cette école, c'est ce que je dis. Nous avons les sciences juridiques, ce qu'on appelle droit. Nous avons les sciences d'économie et gestion. Nous avons multimédia, internet et communication. Nous avons mathématiques appliquées et informatique. Nous avons anglais. Nous avons ce qu'on appelle communication digitale. Nous avons art et graphique et numérique. Et autant d'autres filières. Dans ces filières, l'université virtuelle a mis ce qu'on appelle une explication, vous faites des orientations aux étudiants. Nous avons ce qu'on appelle des débouchés. Chaque filière a ses débouchés. Une fois à la licence, l'étudiant doit pouvoir avoir ce qu'on appelle des orientations par rapport à ce qu'il a eu à apprendre. On vous oriente pour ce qu'on appelle une qualification. Alors, dans cette filière, dans cette université virtuelle, nous avons ce qu'on appelle des particularités. Vous avez souvent entendu, certains disent que l'université virtuelle du Sénégal est une université privée. Ça, je le dis aujourd'hui. Je réaffirme et je pèse mes mots et je défie quiconque. L'université virtuelle du Sénégal est une université publique, comme Assane Seck, UGB et Cheikh Anta Diop. La particularité de l'université virtuelle, la différence qu'il y a entre l'université classique et l'université virtuelle, nous avons ce qu'on appelle les cours à distance. Nous n'avons pas les cours, nous n'avons pas des amphis où on enseigne, on fait des enseignements. Où vous allez voir votre professeur, ce qu'on appelle des cours présentiels. Nous, à l'université virtuelle, on n'a pas ces amphis. Deuxièmement, nous n'avons pas ce qu'on appelle les campus sociaux. On n'a pas ces campus. L'université virtuelle également, nous n'avons pas ce qu'on appelle des restaurants. On n'a pas ces restaurants pour le monde. Et le monde évolue. L'enseignement évolue. On ne sait jamais pour les générations futures. Parce que je prends l'exemple. Quand vous allez à Kolda, vous avez ce qu'on appelle un espace numérique ouvert qui est à Kolda. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des cafétérias. Ça peut évaluer à tout moment. On ne sait jamais. Donc, dans cette université, nous avons ce qu'on appelle une plateforme. Dans cette plateforme, nous avons ce qu'on appelle des parties où vous avez des cours. Les cours sont conçus. Et je précise encore une fois, l'université virtuelle n'a pas ses professeurs spécifiques. Nous avons des professeurs qui interviennent dans toutes les universités du monde. Nous avons cet avantage. Je dis bien, je précise, nous avons tous les professeurs qui interviennent dans les universités du monde, y compris le Sénégal en dehors du Sénégal. Nous avons ce qu'on appelle des bibliothèques numériques, où vous avez accès à toutes les documentations.
Dans cette université, mais si vous téléchargez vos cours, j'ai dit tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle des moniteurs qui vont vous faciliter comment faire pour télécharger des cours. Nous avons également ce qu'on appelle les télés. Les télés, même ceux qui font dans les universités classiques, ils ont ce qu'on appelle des télés de travaux dirigés. Ces télés, nous avons ce qu'on appelle des salons de discussion. Nous avons ce qu'on appelle des forums de partage. Et tous ces différents leviers permettent à l'étudiant d'être en interface avec ses enseignants et également de partager avec des autres camarades d'université étudiants qui sont dans les autres zénos. Donc, ce module d'enseignement permet également, dans ces salles de discussion, l'étudiant de l'université virtuelle, les parties où il n'a pas compris, il peut aller dans ces salles de discussion, poser les questions, là il a la possibilité, la réponse du professeur de façon directe. Les télés également. Dans cette université, dans les zénos, nous avons constitué ce qu'on appelle des amicales. Dans ces amicales, nous nous privilégions. On a privilégié ce qu'on appelle l'accompagnement du niveau bachelier. Nous faisons tout, ce qui n'existe pas dans certaines universités, nous faisons tout avec des orientations, d'encadrer les étudiants, de faire des orientations puisque l'élève puisse effacer la première phase, que ce qu'on appelle valider la première année. Parce qu'une fois l'étudiant valide la première année, il est un peu rassuré. Là, on peut dire que l'étudiant est à l'aise. Il peut maintenant marcher avec ses propres âmes, comme disait Deng Xiaoping. C'est ça. Bien. Dans ce cadre d'approfondissement toujours, qui est légalement inscrit. Parce que dans l'université virtuelle, souvent on vous dit, c'est une vie sacrifiée. Mais aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis en master en sociologie. Et je passe ce qu'on appelle la spécialisation. Donc, pour vous dire, dans cette université, elle est à la 6e génération. Dans cette université également, nous allons commencer à enregistrer ce qu'on appelle le régime fonctionnaire. Nous avons commencé à recevoir des enseignants qui ont fait une année à l'université. Ils ont la possibilité aujourd'hui de venir s'inscrire à part de l'université pour suivre des cours à distance. Les enseignants. Même des enseignants, par niveau. Je précise par niveau. Si tu es en licence, il peut aller jusqu'à commencer à s'inscrire à part de master. S'il a fait licence 1, il peut venir s'inscrire en licence 3 ou bien en licence 1. Et aujourd'hui, c'est une place qui est ouverte à tous les enseignants et fonctionnaires qui vous aident et ils peuvent suivre ces cours à distance. Je vous remercie. Merci. Rien n'empêche la tenue de cette journée. Nous compatissons avec lui et nous prions que la terre soit lésée à cette personne qui vient de perdre. Pour cette question, il y a quelques années de cela, M. Yves, étant le chef d'antenne de la Jeune Sud, de Ziguinchor, en passant par Sédhiou à Kolda, il prend l'appel, sans pourtant attendre un accompagnement des autorités gouvernementales pour sillonner la Casamance tout entière. Étant un digne fils de la Casamance, il se doit, comme contribution, ces tournées de partage. Pour un jour espérer demain que nous autres futurs cadres de la Casamance pouvons compétir au même titre que nos camarades qui sont de l'autre côté, sans pour autant se dire qu'ils sont de l'autre côté, l'avantage est avec eux. Donc vous allez noter, parce que c'est important, nous mettrons l'accent avec les futurs nouveaux bacheliers au détriment des camarades étudiants. Parce que l'objectif dans tout ça, c'est de préparer le futur nouveau bachelier à cette vie universitaire qui l'attend. Une vie complexe, très compliquée, mais le savoir motive tout un chacun afin de pouvoir réussir ses études. Nous allons commencer dans un premier temps cette discussion sur la présentation des critères d'attribution des allocations de bourse.
quand on parle d'allocation d'études, il y a 3 critères qui ressortent. Il y a 3 allocations qui existent. Auparavant, il y avait la bourse entière, c'est une bourse pédagogique, une bourse sociale et l'aide. Dans la bourse pédagogique, on a noté il y a quelques ans de cela une ambition du gouvernement sénégalais de contribuer à un label qu'on appelle le label étudié au Sénégal. Pour ceux qui ont une mention, ont la possibilité pour continuer les études au Sénégal, mais en ayant une bourse d'excellence. Cette bourse d'excellence va permettre à ceux qui ont une mention très bien et bien à l'issue des épreuves de baccalauréat de pouvoir étudier au Sénégal et obtenir une bourse de 60 000 francs. Mais ces derniers aussi ont la possibilité d'effectuer des études à l'étranger. Donc, cette bourse est créée d'une part pour retenir ces étudiants qu'ils puissent continuer leurs études au Sénégal, parce qu'avec cette bourse, on a peut-être une stabilité financière devant nous permettre d'effectuer nos études au Sénégal. Au-delà de cet aspect de retenir les élèves ou les bacheliers au Sénégal, ils ont aussi cette possibilité. Donc on va y revenir sur les études à l'étranger. Après la bourse d'excellence, on a ce qu'on appelle la bourse entière. Donc, on ne va pas attendre à ce que l'élève ait son bac pour venir lui parler de ce qui constitue la bourse. C'est d'ores et déjà qu'on doit tenir un discours véridique à l'endroit, à votre attention, afin que vous vous préparez en conséquence de ce qui vous attend dans la vie universitaire. Donc, c'est dans cet esprit que s'inscrit notre combat. Donc, pour les facultés, il y a la méthode de travail adoptée par la Commission nationale d'attribution consiste en la prise en compte des notes du premier groupe du baccalauréat pour le classement des bacheliers. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, et vous êtes sans savoir que, en suivant tout le temps l'actualité des bouleversements des grèves dans les universités, la bourse en occupe une place très fondamentale. Donc, raison de plus, il faut accorder une attention particulière à cette communication parce que ça va vous permettre de comprendre. Maintenant, quand on parle des questions de bourse, c'est lié à quoi? Quels sont les enjeux qui entourent cette question de bourse? Aujourd'hui, il y a une enveloppe qui est dégagée pour les bourses. Enveloppe dégagée à 100%. Ça peut être 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, ça dépend. Donc, si une enveloppe est dégagée, on attribue les bourses par compétition au niveau national à travers la plateforme Campusen. Donc, le classement va se faire à partir de Campusen. Si, à travers l'enveloppe qui a été dégagée, il y aura 3000, exemple, je donne, 3000 nouveaux bacheliers auront la bourse, on fera un classement jusqu'à hauteur de 3000, on suspend. Donc, à partir de ce moment, le restant ne va pas bénéficier de cette bourse pédagogique, mais bénéficiera de ce qu'on appelle la bourse sociale. Dans cette bourse pédagogique, il y a aussi une discrimination qui a été faite, une discrimination positive à l'attention des bacheliers. Donc, les bourses pédagogiques sont à hauteur de 70%. De ces 70%, il y a une discrimination de 40% pour les bacheliers. Donc vous voyez, il y a une réglementation qui est là, qui aussi va en faveur des bacheliers. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la bourse d'excellence. Elle est régie par le décret numéro 2014-963 du 12 août 2014 et l'arrêté numéro 00532 du 15 janvier 2015 déterminant les critères d'attribution des bourses d'excellence et bourses entières. Donc, quand on a la mention A bien, tous ces confondus, on a automatiquement
une bourse entière, toute série confondue. Mention AB confère à une bourse entière. La raison philosophique à elle seule, elle est aveugle. Elle peut conduire à l'athéisme. Il est vrai qu'il faut raisonner, parce que ce qui fait un homme, c'est la qualité de sa raison. Cependant, la philosophie seule ne suffit pas. Il y a des aspects de la vie, des dimensions de l'existence que l'intelligence philosophique ne peut pas régler. C'est le cas de la nature divine. Comment est Dieu? Vous qui dites que vous avez tué Dieu, comment est? Et des vérités transcendantes. Donc, chers philosophes, la philosophie a besoin de la foi religieuse. C'est pourquoi je te dis, toi, philosophe, crois, tu comprendras. À bon entendeur. Moi, Karl Marx, je suis contre la religion. Car la religion est une idéologie de domination entre bourgeois et prolétaires. D'où ma fameuse citation. La religion est l'opium du peuple, c'est-à-dire une drogue pour endormir le peuple. Vous qui croyez à la religion, vous devenez toujours paresseux. Je vous invite à aller au travail, car l'au-delà auquel vous croyez n'existe pas. Merci. Ces assistances, je pense que vous connaissez ces hommes-là, les soi-disant philosophes. Ils ne sont pas des philosophes, ce sont des fanatiques, les gens qui ne croient rien, ou plutôt les croyances exagérées. Une telle croyance peut conduire l'humanité au terrorisme qui aujourd'hui secoue le monde entier. Vous êtes nuisible à la société. C'est pour cela, mon mari Paul Valéry, l'homme que j'aime énormément, paix à son âme, disait: la philosophie est une discipline parasitaire, elle ne passe qu'au vain bavardage. Chers religieux, savez-vous qu'est-ce que la religion? Bon, je vais vous en parler. La religion est un monde de mensonges car elle conduit à la dévalorisation du monde réel au profit de l'au-delà. Elle est aussi le fruit de la souffrance et de l'impuissance de ceux qui sont incapables de s'imposer dans le monde réel comme vous. C'est pour cela que je vais emprunter la voix de mon mari, que j'aime beaucoup, qui disait: seuls les moribonds, les malades, les vaincus de la vie, les femmes pauvres, les faibles ont méprisé le corps et inventé le ciel en créant un monde fictif qui semble être l'au-delà pour retrouver le bonheur perdu dans le monde sensible. Mais dès aujourd'hui, le 9 février, ici à Samboutoura, je vous déclare la mort de Dieu. J'ai tué Dieu, et si vous ne me croyez pas, alors je prends ma torche, et quand je retrouve Dieu, je le tuerai de nouveau. Les soi-disant philosophes, même quand vous regardez, on sent tellement que vous croyez à l'existence de Dieu. Si vous regardez la terre, si vous regardez le ciel, cela suffit largement que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. D'ailleurs, mon homonyme René Descartes le disait: c'est à partir du court que le long a sa raison d'être, c'est à partir du pauvre que le riche a sa raison d'être, c'est à partir du faible que le fort a sa raison d'être, mais aussi c'est à partir de l'imparfait que le parfait a sa raison d'être. C'est public. Saviez-vous que l'homme est imparfait? C'est parce que quelque part le parfait existe. Devinez qui est ce parfait? Je vous laisse avec votre conscience. Bonjour, chers publics. Les sœurs défenseurs de la religion, ouvrez bien vos oreilles pour m'écouter. Concentrez-vous sur moi, car je vais vous donner une leçon de morale. Chers publics,
Vous avez une petite stylo pour me prêter parce qu'ils n'en ont besoin. Notez ce que j'ai à vous dire, car c'est très important. Car vos fameux dieux disent, avant de me connaître, avant de m'honorer, il faudra me connaître. Et cette connaissance ne pourra jamais se faire sans la pensée philosophique. Car pour être imam ou prêtre, sœur ou ibadou, il faudra que les philosophes vous conscientisent. Et si jamais vous faites l'erreur de donner dos à la philosophie, vous serez orphelin de père et de mère. Lu olof Njaay ne gumba tànn leneen du doon tëmunteen yéen tam ngeen leneen. Contrairement à ce que l'on pense, plus qu'on a la foi en Dieu, plus son intelligence élargie de la croyance a un impact philosophique sur le développement de la raison. Par exemple, pour avoir un esprit de discernement, une intelligence, il faut avoir une foi solide en Dieu. La religion ne doit pas exclure la religion. Elle doit s'ouvrir, sinon ce serait une catastrophe pour la philosophie. Dis que toi, tu le sens. Moi, je le sens nulle part de mon âme. Comment puis-je sentir un inconnu, un inimaginable, un invisible? Moi, Madame Fresnel Bach, je le sens nulle part de mon âme. Je vis ma vie libre et autonome. Chers philosophes, je suis de retour. Je pense que débattre avec vous c'est une perte de temps, car vous ne bougez pas. Vous ne créez pas ni recréez, vous ne soignez pas ni guérir. Vous êtes inutile, voire même indigne de respect. Chers publics, n'écoutez pas ces gens-là, ils ne font que retarder l'humanité. Toi, d'ailleurs, ton mari disait que les philosophes sont des hommes malheureux. Vous les ambassadeurs de Dieu, écoutez-moi attentivement. Plus l'homme utilise sa raison philosophique dans le cadre de ses pratiques religieuses, plus sa croyance se développe. La philosophie est la lumière qui éclaire le chemin de l'homme, tout en lui faisant sortir de l'obscurité, de l'ignorance, du préjugé, mais aussi ne pas avoir un esprit de sens commun comme votre esprit. Moi, Madame Spinoza, c'est la philosophie qui fait fonctionner tous les organes de mon corps. Et de ce fait, je préfère mourir que de vivre dans ces sociétés malhonnêtes. Cher public, moi j'ai vu un homme sans père ni mère. J'ai vu un homme sans frère ni sœur. J'ai vu une nation sans président ni assemblée. Mais je n'ai jamais vu une société sans religion. Car vouloir vivre sans religion, cela peut engendrer du délinquantisme, de la méchanceté, du vagabondage sexuel démesuré, ce que nous ne voulons pas. Donc, chers philosophes, et la foi en Dieu, c'est mieux pour vous. Vous les imams, vous parlez de la croyance, mais de quelle croyance dit-elle? Vous croyez à Dieu que si vous êtes en difficulté, mais une fois le problème résolu, vous vous débarrassez de ce costume religieux. Ah, nous comprenons alors que vous utilisez Dieu comme un instrument de manipulation envers un être inconscient. Je vous dis une chose, qu'avec nous, ça ne passera pas, car on a tout compris. L'assistance. Je pense que la maladie la plus grave et incurable, c'est le fanatisme. Parce que vous êtes des ignorants. Vous ne savez absolument rien. Mais le plus grave est que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Raison pour laquelle mon ami Blaise Pascal disait, le cœur a ses raisons d'être que la raison ne connaît point.
Cher public, Madame Nietzsche est de retour sur scène pour tout simplement moraliser ses frères religieux. Gaï, affaire de fille, pas ailleurs. Car vous croyez à la religion parce que vous êtes pauvre. Maintenant, prenez ce chèque, vous le partagez, car vous le méritez. Prenez ce chèque, car vous le méritez. Bon, soyez conscients de vous-même. Qu'est-ce qu'on voit dans nos différents pays? Qui est les pays pauvres? Qui sont les pays pauvres et les pays riches? Dans les pays pauvres, par exemple. Donc mes amis, revenez sur terre et croyez en Dieu. C'est le mieux pour vous. Mes ambassadeurs, vous me voyez devant vous, ce n'est rien, mais juste pour vous conscientiser, en vous disant que la croyance a des effets négatifs dans la vie de l'homme. Mais réveillez-vous de vos commandes, car, faute de ne pas philosopher, l'être humain risque à des perditions de toutes sortes, parce que vous êtes prisonnier de vous-même, et vous vous laissez désirer par vos désirs existentiels. Alors la religion devient donc entièrement l'aliénation de l'homme. Cher public, j'aimerais que vous m'écoutez attentivement, avec un regard religieux. D'où viennent ces élèves-là? Je pense qu'ils viennent de Sainte-Thérèse de Marsassoum. Ok. Chers camarades, que veut dire saint? Le mot saint renvoie à un lieu de culte. Je pense que vous êtes plus religieux que nous. Les crasses, ne trompez pas les gens. Cher public, je pense que pratiquer la religion, c'est faire un jeu de ping-pong. Car la religion n'est rien d'autre qu'un jeu de moquerie. Une discipline qui part de soumission, d'obéissance. Et là où rien ne se mise en balance. Et savez-vous ce qui est grave dans tout ça? Exclut le doute, la critique, l'interrogation et la mise en question.